Le 72e invité du décodeur de la communication est un homme qui est rentré par hasard dans la com publique. Cet homme, c'est Franck Confineau, qui a un parcours absolument incroyable et qui aujourd'hui est consultant en communication numérique publique, mais aussi le papa du fameux observatoire réseaux sociaux, très connu sur Twitter en tant qu'Observatoire RS, mais qui est dans la vraie vie, si je puis m'exprimer ainsi, l'Observatoire Social Média des Territoires. Bref, durant une demi-heure, vous allez pouvoir découvrir la communication publique et vous verrez que TikTok est en train de révolutionner la communication publique et des collectivités territoriales. Durant cet épisode, nous allons également parler de la crise institutionnelle que nous vivons et du rôle que peuvent jouer les communicants pour l'atténuer. Enfin, Franck nous donnera les premiers conseils à appliquer lorsqu'on veut avoir une communication publique et numérique qui tienne la route et qui ne ressemble pas à un poulet sans tête. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. J'espère que vous apprécierez autant que moi cet épisode avec Franck Confineau, le consultant en communication publique numérique le plus connu de France. Et ne serait-ce que pour ça, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. D'ici là, très très bonne écoute en compagnie de Franck. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Franck. Salut Laurent. Comment ça va ? Eh ben plutôt bien, toi ? Eh ben écoute, ça va très très bien. Alors Franck, on va commencer d'emblée par une question hautement stratégique. Quel temps fait-il par chez toi à Marseille ? Dis-nous tout. Ah bah écoute, il fait beau, il fait pas encore chaud parce qu'on n'est pas non plus au tropique, mais on a de la lumière, on a du soleil et tu es le bienvenu pour pouvoir vérifier que je ne te mens pas. Eh bien, ce sera avec très très grand plaisir, Franck, sachant que la maman de ma fille est originaire de Marseille. Donc tu vois, j'y ai des attaches. Alors Franck, tu as créé l'Observatoire Social Média des Territoires. Tu es consultant en communication numérique pour les collectivités publiques et les collectivités territoriales. Franck, tu es un homme de la communication publique. Je te laisse te présenter en quelques mots et puis après on va rentrer dans le vif du sujet pour justement parler de digital, de communication territoriale, de communication publique et puis montrer à nos auditrices et auditeurs que ce n'est pas du tout la Ligue 2 de la communication, bien au contraire, c'est plutôt la Ligue des champions. Allez, je me tais, je te laisse te présenter, Franck. Merci Laurent, non mais je vais essayer de faire court parce que l'idée c'est pas de prendre 20 minutes pour résumer 20 ans de parcours. Je suis rentré un peu par hasard dans le monde du secteur public et des collectivités. J'y suis resté par passion, d'abord en tant que DIRCOM, ensuite j'ai créé une agence que j'ai montée pendant 10 ans qui était à Paris, qui s'appelait l'agence Adverbia, qui avait une antenne d'ailleurs à la fin dans le sud. Et cette agence a été rachetée et je suis maintenant depuis 7 ans consultant, donc conseil, AMO. Alors ça, c'est aussi un terme très fort dans mon métier, donc assistant à maîtrise d'ouvrage. Et voilà, par ailleurs, formateur, auteur, conférencier et sur mon temps libre, évidemment, parce que j'en ai beaucoup, j'ai monté cet observatoire social média des territoires qui était vraiment un tout petit projet au début et qui a pris une énorme ampleur, enfin on en parlera si tu veux, et qui était parti, alors c'est rien juridiquement, ça s'appelle un cercle de réflexion ou comme on dit en anglais un think tank, et ça je l'ai créé en 2016, donc ça fait un petit moment déjà, on est en 2023 et c'est parti de l'idée que on pourrait peut-être se mettre ensemble pour essayer de faire avancer la chose sur le numérique et les réseaux sociaux d'abord, parce qu'on avait constaté effectivement un retard, on va dire ça comme ça, du secteur public, des collectivités par rapport au secteur privé, mais aussi par rapport à d'autres pays. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire avancer la machine, réfléchir à des méthodologies, mettre en place des outils et s'intéresser à la question de la présence des collectivités sur certains réseaux sociaux. Et tout était parti, même pour tout te dire, d'un article de Marc Servalansky, qui aujourd'hui est responsable numérique de la métropole de Bordeaux, et qui pointait le fait qu'il y avait à peu près 30 collectivités en France sur Instagram. Donc là, on entend parler quand même de 2016, avec un réseau social qui prenait une ampleur phénoménale auprès du grand public. Et voilà, on se disait, mais enfin, c'est quand même dingue qu'il y ait pas cette opportunité de saisie. Et puis également, d'ailleurs, ça je le reprécise aussi, parce que c'est mon co-auteur Benjamin Tedjen, donc responsable
aujourd'hui qui est DIRCOM du département d'Ille-et-Vilaine, qui à l'époque, je sais pas s'il était d'ailleurs à Besançon ou à Rennes, enfin bref, on en avait un peu marre d'avoir des espèces de classements des collectivités sur Facebook, Twitter, etc., qui prenaient en compte que le nombre d'abonnés sans prendre en prendre en compte aucun autre paramètre et qui balançaient ça aux élus, qui leur envoyaient leur DIRCOM en leur disant pourquoi je suis 50e, sans prendre en compte tous les autres aspects qui pour nous sont les plus importants, c'est-à-dire la stratégie, pourquoi on le fait, comment on le fait, et d'ailleurs d'autres critères en termes de performance et d'audience que le nombre d'abonnés qui sont les KPI. Voilà pourquoi l'Observatoire. Et aujourd'hui, évidemment, ça a grandi. On n'est plus que sur les réseaux sociaux, on est vraiment sur le numérique au sens large. On ne parle pas que des collectivités locales, même si on a commencé par elles, parce que derrière le mot territoire, il y a plein de choses. Il y a le parapublic, il y a les élus eux-mêmes d'ailleurs qui font partie des territoires. Enfin, on y va progressivement, tout simplement parce que, franchement, il n'y a pas de moyens. Où il y a très peu de moyens, on va dire, puisque c'est moi qui les finance et tout le monde est bénévole. Voilà. Et ça, c'est un équilibre qui fait qu'on avance doucement, mais en même temps, tout ce qu'on n'a pas par un apport d'argent, on l'a par une vraie volonté de relever les manches tous et toutes. Et ça, c'est une très belle aventure humaine. Je précise juste, et je terminerai avec ça, qu'on a 40 personnes dans notre comité de pilotage qui sont tous des experts du secteur public numérique. Et voilà, on a refait une étude là qui est ressortie avec Swello sur la présence des collectivités sur les réseaux sociaux. Où on a revérifié des dizaines de milliers d'URL, de comptes sociaux, etc. Ça n'a pas été fait par des stagiaires, ça n'a pas été externalisé en Inde, ça a été fait par des responsables de communication, des community managers, des DIRCOM, voilà. Et ça, c'est peut-être la plus belle réussite de ce projet. En fait, c'est l'énergie humaine qu'il apporte. Alors justement, je rebondis là-dessus parce que j'ai lu cette étude et elle est vraiment extrêmement intéressante. Alors on va saluer les gens de Swello qui sont ton partenaire là-dessus, entre autres, et puis bien évidemment les 40 Forçats qui ont travaillé avec toi. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a dans cette enquête parce que je l'ai trouvée absolument passionnante. Cette enquête, en fait, c'est un peu le cœur de la raison d'être de l'Observatoire. Ça veut dire toutes ces données qu'on collecte tous les jours, tout ce travail qui avait jamais été fait. On l'a fait parce qu'on s'est dit ça n'existe pas et personne n'a pensé à cartographier la présence des collectivités sur le numérique et les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des différences de territoire, etc. Est-ce qu'ils sont plus sur un ou tel autre réseau social? Lesquels montent, lesquels baissent? Donc on en avait... Alors ça, c'est un sujet quand même que j'avais porté avec l'agence que je menais. On avait été les premiers à avoir sorti une enquête, je me souviens, en 2010, puis 2012. Ça intéressait beaucoup la presse, même nationale, parce qu'il y avait peu d'informations ni de ressources sur le sujet. Et on en avait sorti une avec l'Observatoire donc en 2018 et c'est le renouvellement de cette étude. Alors d'ailleurs, moi je remercie aussi Swello parce que c'est eux qui sont venus nous voir et qui nous ont proposé. On a enrichi donc nos données avec leurs données également. Donc c'est pour ça qu'on a une étude qui est quand même beaucoup plus quali que la première, même si l'échelle de leurs données n'est pas aussi quantique que la nôtre. Elle permet d'avoir beaucoup d'infos sur le type de poste, le taux d'engagement, le nombre d'impressions, enfin d'autres données qui viennent compléter les nôtres. Et oui, ça permet de faire émerger des tendances. Donc, ce qu'on note, et tu l'as dit, c'est TikTok qui augmente alors énormément, qui prend une part même très importante sur les grandes institutions, mais c'est celles qui ont aussi la compétence de pouvoir toucher les jeunes. Je pense aux régions, aux départements. Donc, les régions, c'est les lycées, les départements, c'est les collèges. Donc, il y a une volonté à un moment donné de toucher cette cible. Et voilà, pour toucher cette cible, c'est sûr que c'est pas en continuant à monter des pages Facebook qu'on va arriver à les toucher en 2023. Alors après, est-ce qu'elles sont aussi sur Snapchat? C'était la question aussi qu'on se posait. Et à l'inverse de la montée de TikTok, on note une vraie baisse de Snapchat, voire un nombre important de comptes abandonnés. Et il reste Instagram qui, s'il est bien utilisé, peut aussi sur la partie réelle ou story toucher ce public-là et qui continue sa progression. La plus grande progression, on l'avait noté en 2018 par rapport à avant, mais là, il y a encore en tout cas un engouement, on va dire, pour ce réseau social. Voilà, donc les montées en flèche, c'est TikTok et les baisses, c'est elle est en marge, mais elle est pas anodine non plus. Twitter et Snap, voilà, qui va un peu aux oubliettes côté collectivité, ce qui veut pas dire qu'il est pas dans les usages de la génération Y et Z.
Évidemment, alors tous les jeunes adorent Snapchat, ils sont de plus en plus sur TikTok et pas uniquement pour faire des danses, comme ma fille de 11 ans. Enfin bon, bref, tout ça est très personnel. Mais ça, c'était au début. Oui, mais ma fille, elle est ringarde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Franck? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que ça maintenant. Et t'as même des vieux sur TikTok. Des vieux comme moi. Comment, Franck, est-ce que tu expliques justement que Snapchat est en train de se casser la figure et que TikTok soit en train de monter? Alors TikTok, évidemment, tout le monde s'y met parce qu'on en entend de plus en plus parler. Je rappelle qu'il y avait un ministre, Monsieur Djebari, qui communiquait énormément sur TikTok et qui avait tout compris à l'époque. Il était assez drôle d'ailleurs. J'étais assez surpris parce que quand on le voit physiquement, il a pas l'air super drôle, ce bon Jean-Baptiste. Mais comment tu expliques que justement les collectivités se mettent sur TikTok et puis qu'est-ce qu'elles font? Parce que c'est de la vidéo. Pour celles et ceux qui ne le savaient pas et qui vivaient dans la grotte de Ben Laden, eh ben je vous l'apprends, c'est de la vidéo TikTok. Qu'est-ce qu'elles font les collectivités et comment ça se fait? Tu penses que c'est juste un engouement qui est dû à une mode et parce qu'il faut y être, ou tout simplement parce que ça va devenir une vraie tendance selon toi? Alors autant je pense effectivement qu'on peut, je vais le dire rapidement, mais mettre Snapchat un peu aux oubliettes, en tout cas pour l'utilisation côté secteur public, parce que c'est un réseau qui est compliqué et puis en même temps il a inventé des formats repris par d'autres, hein, voilà, tout simplement. La story sur Instagram, c'est tout simplement le pillage d'une fonctionnalité majeure que Snapchat a inventée et qui correspond aussi quelque part au mode de communication de toute une nouvelle génération. Mais il se trouve que il vaut mieux, et c'est le conseil que j'ai en tout cas, faire des stories sur Insta que sur Snapchat, se lancer, etc. Et alors TikTok, c'est vraiment un phénomène. Alors on l'a vu, hein, mondial, accéléré par le Covid, avec un format. Alors le problème et ce qui me fait dire que le succès de TikTok, c'est que c'est un réseau absolument addictif, dans le mauvais sens du terme, hein, on peut se le dire franchement. Donc, et avec l'expérience que j'ai aujourd'hui des réseaux sociaux, qui va marcher. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on existe auprès d'une cible qui est, elle, 100% captive sur ce réseau-là et qui scrolle à l'infini pour regarder les vidéos, etc. Est-ce que le secteur public ne peut pas justement amener une part, on va dire, de contenu, alors qu'il soit à la fois un peu plus intelligent que ce qu'on peut trouver dans le bas de gamme de TikTok, mais aussi, et ça j'insiste, dans les codes qui sont posés et inventés par les usagers de ce réseau. Donc il y a des codes TikTok et on va pas sur TikTok comme ça parce qu'on va faire des vidéos, ou alors on se casse complètement la figure, ou alors simplement on a une audience pourrie. Et il y a des collectivités quand même qui ont joué le jeu et on est sur un terrain aujourd'hui en 2023 d'expérimentation. C'est ça qui est super cool, j'ai envie de dire, sur un réseau comme TikTok. Parce que mine de rien, les autres réseaux sociaux sur lesquels sont les collectivités aujourd'hui, ils sont quand même assez tendus dans le sens où quand tu mets un truc sur Facebook, t'as 3-4 élus qui le lisent, qui te disent tiens, pourquoi t'as écrit un truc comme ça, pourquoi mon collègue est pas en photo. C'est la réalité de ce que vivent beaucoup de community managers dans les institutions. C'est-à-dire que Facebook devient très regardé par la génération d'avant, voire celle qui est aux commandes politiques, je parle. Donc finalement, les community managers se retrouvent sur un terrain où ils ont plutôt de la liberté et où ils peuvent expérimenter et où ils peuvent se faire plaisir. Et ça se ressent et c'est important. Alors attention, quand on parle d'un phénomène à l'échelle des communes, ça représente une commune sur 1000. C'est quand même très peu, on va pas se mentir. Mais il y a des villes effectivement qui ont réussi à dompter l'algorithme en étant dans les trends, en mettant des vidéos qui sont dans les codes. Et ces codes-là, ils sont franchement décalés. Voilà, il faut faire rire, on est décalé, c'est parfois nouveau, ils sont incarnés. Alors, je prends l'exemple là parce qu'on a fait aussi un papier un peu focus, c'est Patrice Rasé qui l'a fait sur le blog de l'Observatoire et on a regardé les villes effectivement qui étaient vraiment dans ces codes-là. Il y a la ville de Voiron avec une animatrice qui se filme, qui est incarnée. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que j'ai pas envie de dire, mais j'aimerais un jour que l'information locale des collectivités qui s'adressent aux jeunes soit faite par un Hugo Décrypte local. Si tout le monde voit la référence que je prends, qui est quand même assez connue. Et souvent ça manque d'incarnation, voilà. Et pour aller dans l'extrême inverse, on retrouve beaucoup sur YouTube du style France 3 régional, alors qu'on aimerait de Hugo Décrypte.
Justement, ce nouvel usage de TikTok et ce nouveau média social, est-ce que tu ne penses pas que ça contribue ou que ça va contribuer dans les années à venir à dépoussiérer un tout petit peu l'image de la communication des collectivités territoriales et des collectivités publiques? Parce que souvent on souffre de ça, et je le disais en introduction, non, la com publique au sens le plus large du terme, c'est pas la Ligue 2 de la communication. C'est même la Ligue des champions tellement c'est complexe. Et justement, c'est peut-être aussi une manière via TikTok d'intéresser des jeunes ou des moins jeunes à cette communication-là. Qu'est-ce que tu en penses, Franck? Oui, alors pour être franc, il y a une grande hétérogénéité dans le monde de la communication publique, qui fait, pour rebondir sur ta petite remarque, il y en a qui jouent en Ligue 3, mais t'en as aussi, mais bien sûr, même majoritairement dans les petits territoires où il n'y a pas de moyens, on va pas se mentir. Par contre, t'en as vraiment qui jouent en Ligue 1, et loin devant la communication des marques aussi, donc voilà. Ça, c'est pour qu'on caricature pas la chose, mais en même temps, oui, bien sûr que ça fait partie, j'ai envie de dire, des dispositifs et des armes, on va l'appeler comme ça, qu'a la communication publique aujourd'hui pour simplement faire ce qu'elle fait d'ailleurs, ce qu'elle essaye de faire, c'est-à-dire créer du lien avec les habitants, avec les citoyens, avec les usagers, renouveler un peu cette image de l'administration, comme tu le dis, qui reste poussiéreuse, citadelle fermée, etc. Parce que tout ce qu'elle fait finalement sur le web et les réseaux sociaux, c'est pour ça. C'est à un moment donné, c'est soit avec des sites internet pour amener vraiment un service, du e-service, la démat, etc. au public, soit justement pour toucher les publics. Et donc avec TikTok, elle a la possibilité de se montrer sous un autre jour, sous un autre angle, qui ne deviendra pas le prisme unique. Loin de là, on n'est pas en train de dire que les collectivités n'ont que ça à faire. Mais par contre, c'est important aussi qu'elles puissent le faire. Parce que sinon, les jeunes, elles leur parlent pas. Ils lisent pas le journal municipal. On va pas se mentir. Aucun ne l'ouvre dans sa boîte aux lettres peut-être avant 35 ou 40 ans. Et on peut pas non plus ne pas ouvrir les yeux sur un autre problème de société qui est important. C'est la crise institutionnelle et le fait qu'il y ait quand même beaucoup de gens qui aujourd'hui n'ont plus confiance et ne croient plus en leurs institutions. Donc tout ce qui est fait sur ce terrain-là, je trouve, est vraiment un enjeu, mais très très fort. Et qui peut se traduire par ce que certains vont juger du gadget, c'est-à-dire des vidéos drôles sur TikTok, du décalé, du fun, des informations mises sur un format auquel on n'a pas l'habitude de voir les collectivités communiquer. C'est justement ça qui est bien, c'est ça qui est bon, c'est frais. Ce que fait là, on a fait un focus sur l'Observatoire dans un article que vous pourrez trouver sur le blog, qui est assez récent et qui est rédigé par Patrice Razé. On a fait un focus sur les villes. Il y a la ville de Voiron, qui incarne sa communication avec une petite présentatrice qui est la CM, et qui se met en scène et c'est très bien fait. Il y a la ville de Reims qui est vraiment très très drôle. Il faut quand même aller voir à un moment donné la course du je ne sais plus quel marathon avec une voix ASMR, avec un petit reportage dans un EHPAD transformé en épreuve de Koh-Lanta. Enfin, ils sont vraiment dans je sais plus quoi, également avec la cathédrale de Reims qui se fait piloter par une télécommande dans son son et lumière. Enfin, on est dans le décalé et on est en même temps dans quelque chose qui est important, c'est-à-dire que ces vidéos, elles marchent bien, elles font du buzz, elles touchent leur public. Et je pense que là, vraiment, on est dans le Graal, c'est-à-dire comment la communication publique peut toucher cette cible de jeunes qui, sinon, s'intéressent très peu, en fait, à la vie publique, tout simplement. Donc, on va pas révolutionner la chose, mais par contre, ces jeunes-là ont un point de contact avec leur institution, c'est très important. Et lorsque l'institution a quelque chose de plus sérieux à leur dire, elle peut leur dire. Mais on est tout à fait d'accord parce que tu l'as dit toi-même, il y a une crise institutionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne votent plus. Les jeunes votent pour la moitié d'entre eux, soit à l'extrême droite, soit à l'extrême gauche. Ça, c'est au présidentiel. C'est pas tout à fait la même chose en local, bien évidemment. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les citoyens n'en ont pas grand-chose à foutre et ne croient plus en rien. Et certainement pas en la politique. Et qui dit à un moment collectivité territoriale, et là j'ai pensé aux municipalités, dit à un moment forcément de la com politique d'une manière ou d'une autre. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que tu parles de la ville de Reims, de la ville de... Alors rappelle-moi comment s'appelle la ville, Voinay. La ville de Voiron, mais t'as aussi la ville de Liévin, la ville de Gagny, la ville d'Épinay-sur-Seine. Enfin, tu vois des villes qui sont des villes moyennes. Absolument. Qui tirent leur épingle du jeu. Parce que sinon, faire un plan média pour toucher les jeunes, ça leur aura coûté un bras à travers la pub.
ça, c'est l'exemple qui a été fait. On a fait un focus sur l'Observatoire Social Média, sur les villes, mais il y a aussi bien sûr les régions et les départements qui sont très déployés. Oui, un mot sur la crise institutionnelle, parce que c'est quand même quelque chose de dur. Quand on est en collectivité, on la vit. Tout le monde subit quand même au local une situation qui, pour ma part, je trouve, vient plus du national. C'est-à-dire le fait de la perte de confiance en la parole publique, elle est quand même très importante et elle vient pas forcément du local. Donc, et cette crise, on la voit venir. Quand je dis on, c'est moi et d'autres dans le métier. Je suis pas le seul, loin de là. Et ça fait plusieurs années quand même qu'on dit qu'il y a urgence à moderniser, à renouveler, à offrir du vrai service au public, à arrêter la com à la papa, à arrêter les discours autocentrés. Enfin, pour arriver finalement à prouver ce qui est une réalité. Moi, je le crois beaucoup, que énormément de communicants publics sont sincères dans leur démarche. Et essayent de diffuser en fait des services, des informations pédagogiques, des choses vraiment nobles aux citoyens. Mais sauf qu'à un moment donné, ce discours il passe plus parce que on n'y croit plus et on ne vote plus. Et effectivement, alors tu l'as dit et je rebondis. Tu parles d'extrême droite et d'extrême gauche justement parce que eux avaient la porte fermée pendant de longues années, par exemple pour l'accès aux médias mainstream, etc. Je pense qu'ils ont fait un travail sur le numérique qui a été très fort. Alors parfois manipulés, on sait, mais en tout cas ils se sont organisés, ils se sont déployés là où d'autres pendant des années restaient sur leurs acquis en disant mais non, pas besoin, on est là et on les laisse, etc. Et ça je l'ai vu venir aussi pendant longtemps. Donc j'ai envie de dire ils ont pris une longueur d'avance et je pense que ça a grignoté quand même. Il y a pas que le numérique qui fait le poids du vote, loin de là. Mais leur très bon déploiement, leur manière de s'organiser grâce au numérique et aux réseaux sociaux et aux outils numériques, je pense leur a donné une grosse longueur d'avance et explique un peu une part du vote qu'il y a aujourd'hui, parce qu'évidemment, à chaque fois que ça coince un peu en haut, qu'il y a des bugs ou qu'il y a des paroles qui sont dites et on passe du noir au blanc sans même s'excuser de l'avoir dit, tout ça, ça nuit, mine de rien, à la crédibilité et c'est le local qui le paye. Et ça, moi, je défends vraiment l'idée qu'il faut pas confondre l'institution publique locale et nationale. À côté, effectivement, des frasques qu'on puisse voir au plus haut niveau de l'État, et je me permets de le dire comme ça, et de cette perte de crédibilité que certains ont eue suite à des incidents récents au niveau de l'État, il y a quand même énormément d'élus locaux et de personnes dans les administrations qui ne sont pas élus, qui sont des agents publics, des fonctionnaires, etc., qui travaillent à essayer de rendre service aux habitants. Et il faudrait pas que ça occulte tout ça. Et je crois beaucoup, moi, vraiment, à cet échelon-là. Et je pense d'ailleurs qu'il est moins abîmé que ce qu'on peut voir au national. Voilà. Je referme la parenthèse. Mais tu fais bien d'insister là-dessus, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Les frasques du national, à l'Assemblée nationale, avec ce qui vient de se passer, justement, sont en train d'éclabousser des gens qui font très bien leur métier en local. Des élus, tu l'as dit toi-même, des agents territoriaux, des gens qui se bougent et qui souffrent en premier lieu de tous ces scandales et de toutes ces conneries qu'on entend dans les médias vis-à-vis des politiques nationaux. Je te pose une question, Franck. Quelle est la place ou quel rôle peut jouer le communicant public? Alors, on va parler plutôt de collectivité territoriale. Quel rôle peut jouer le communicant public pour redorer l'image de la communication publique, mais aussi de la communication politique et territoriale, selon toi? Eh bien justement, alors d'ailleurs le mot redorer, j'ai envie de te dire tout sauf en mettant des paillettes et de l'or, quoi. C'est-à-dire que en fait, il va falloir montrer ça. Je pense qu'il va falloir communiquer avec beaucoup plus d'authenticité, de sincérité, d'écoute, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas été fait en haut. Je me permets de donner cette image de la France d'en haut pour le national et d'en bas pour le local, mais c'est pas comme ça en vrai. Bref, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir le prouver et le dire. Et je pense que c'est une grande tendance également, puisque ça participe aussi à l'éco-responsabilité, à plein de choses. Mais il faut communiquer vraiment avec sincérité, authenticité, parfois avec ses petits moyens, le dire et l'assumer. Et je pense que ça touchera plus les gens que si on veut faire des grands discours, du grand bling-bling, etc. Il va falloir prouver que ce qu'on fait a un vrai sens et surtout a une bonne intention derrière. Je vais dire en deux mots, comment peut-on encore espérer faire croire ce qu'on appelle la concertation, au débat public, à la prise de parole dans des assemblées locales, après ce qu'on a vu sur la crise, sur la manière dont a été géré les débats suite à la crise des Gilets jaunes,
avec des milliers de cahiers de doléances numériques et papier qui n'ont jamais été ouverts, jamais lus, jamais analysés, jamais synthétisés. Comment est-ce que derrière ça, des gens qui, eux, le pratiquent depuis des années, de manière sincère, de manière presque besogneux, peuvent se battre après ce tsunami qui a fait perdre confiance, tout simplement, dans l'idée qu'on pouvait participer à un moment donné et faire évoluer les choses dans une réflexion collective. Mais c'est très dur en vrai. Et donc, je pense qu'il va falloir encore plus jouer sur cette carte de voilà ce qu'on va en faire, voilà pourquoi on le fait. Et ça, à un moment donné, cette sincérité-là, elle paiera. Et on n'est plus du tout dans la com bling-bling, dans les paillettes, dans les grands discours, etc. Parce que ça, par contre, tous ceux qui vont continuer sur cette voie-là vont aller dans le mur et on est dans des... Et il y en a, attention, qui voient pas ça, qui comprennent pas ça et qui continuent à se parler comme dans un petit cercle où ils se font plaisir entre eux. Ils touchent plus personne. Et c'est ça le danger, en fait. C'est qu'au bout d'un moment, on continue de parler dans le vide. Ils ne touchent plus terre, ils sont, comme on dit, hors sol. Et pour un communicant, ça doit être extrêmement compliqué parce que, encore une fois, il faut pas oublier qu'il y a du politique dans une collectivité et que parfois le communicant public, le DIRCOM, on va dire les choses très clairement, celui que tu as été, parfois il n'a pas nécessairement les coups des franches. Des fois, il y a le maire qui va lui dire non, mais attendez, non, ça nous intéresse pas, non, moi je veux faire ci, je veux faire ça. Comment tu peux les aider toi en tant que consultant numérique et qui connaît très très bien le monde public, comment toi tu peux aider tes clients, tes DIRCOM clients, à justement éviter ce genre de communication à la papa dont tu parlais. Parce que ça doit être, sincèrement, pour un communicant public, et on va saluer Marc Thébault, entre autres, et puis tous ceux que tu as cités toi-même, mais il y a de quoi devenir parfois taré. Comment toi tu essaies d'apaiser tout ça en tant que consultant, si tu y arrives évidemment, Franck? Tu sais, tu dis il y a parfois de quoi de devenir taré. C'est pas une image. Hein. J'en ai rencontré qui ont terminé un hôpital psychiatrique. Alors je n'aimerais pas les noms et les lieux, mais pour de vrai. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, au bout d'un moment, si tu prends ça à cœur, comme je pense l'avoir pris à cœur aussi, il faut vraiment avoir des reins très solides pour passer l'épreuve du feu, on va dire. Mais ça, Marc l'a vécu, je l'ai vécu quand j'ai été DIRCOM, etc. Alors comment est-ce que je peux aider ? Eh bien, tu sais, souvent avec la même valeur, mais c'est une réalité. Ça veut dire que quand j'étais en interne, alors c'est un peu le problème quand tu es en interne, souvent au bout d'un moment, tes élus, ils t'écoutent plus. Ouais, et quand tu payes quelqu'un d'externe qui te dit ce que dit la personne en interne depuis 2 ans, finalement, là, on va l'écouter parce qu'on l'a payé. Un peu comme le psy, tu vois. Mais sincèrement, je pense que ça m'arrive souvent, d'ailleurs, dans des missions, de dire ce que un DIRCOM, un responsable numérique, etc., a dit depuis des années, sauf que, évidemment, j'arrive aussi avec des méthodos, je le dis pas de but en blanc, et tout ça procède d'une réflexion et d'une analyse, mais quand je le dis, et il y a des DIRCOM qui m'ont dit, mais c'est dingue. Oui, parce que juste, on le sait, tu payes quelqu'un pour le dire, un expert de l'extérieur, je mets des guillemets, eh bien, on va plus l'écouter que si quelqu'un le répète en interne pendant des années sans même qu'on veuille se pencher sur ce qu'il dit. Donc, c'est très difficile aussi à vivre en interne. Hein. Moi, je vais pas te mentir, c'est pour ça que j'ai fait 5 ans en collectivité et que j'ai voulu continuer à travailler pour la chose publique parce que c'était vraiment une passion et vraiment un intérêt qui fait que j'aime ce que je fais et bon, j'ai cette chance-là. Mais par contre, j'aurais pas pu le subir en interne pendant 15 ou 20 ans, puisque ça fait à peu près 20 ans que je suis dans ce métier. Ça, c'est sûr que j'aurais pas pu survivre. Je comprends parfaitement et on envoie un gros big up à toutes celles et ceux qui subissent genre de choses-là. Parce que il y a de quoi devenir complètement cinglé. Ouais, mais alors tu vois, justement, avec des outils comme l'Observatoire, parce que dans l'Observatoire, on a aussi 50 membres qui sont tous en poste, hein, et bien sûr. Le simple fait d'avoir aussi des terrains de jeu comme ça, on va l'appeler comme ça, des terrains de réflexion, là, il y a aucun élu qui valide ce qu'on dit, on est dans la prise d'initiative, toute personne de comité de pilotage qui a une idée peut utiliser l'Observatoire pour la porter, trouver des groupes de travail, etc. Enfin, on est dans cette dynamique-là. Je pense que ça fait du bien. Alors, c'est pas une psychothérapie non plus, l'Observatoire, mais ça montre qu'il y a des talents qui finalement sont pas exploités non plus à leur maximum. Et là encore, puisque je sais pas s'il y a beaucoup d'élus qui écoutent ton podcast, mais c'est à eux qu'il faudrait parler en fait. C'est pas aux communicants qui savent tout ça. Bien sûr. C'est aux élus qu'il faudrait faire passer ce message. Donnez-leur juste la confiance. Vous avez des professionnels qui travaillent à votre service. Accordez-leur votre confiance. Ne soyez pas dans la survalidation. Si chacun fait son métier, et d'ailleurs dans les collectivités qui performent aujourd'hui en communication, ne cherche pas.
il y a toujours quelque part un élu qui joue son rôle, ça veut dire qu'il donne les grandes lignes stratégiques, qui regarde mais qui est pas là à relire à la virgule près, à donner les consignes, à changer la couleur, ou à dire je veux du vert à la place du rouge, comme t'en as encore beaucoup qui le font. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qui peut se passer pour des DIRCOM dans le privé, à savoir, tu es un Oui, dirigeant. oui. Alors attention, alors je me permets de t'interrompre. Je travaille aussi un peu pour le privé parce que j'ai toujours voulu garder quand même un pied dans ce monde-là, et plus pour des grands groupes d'ailleurs, ou des entreprises, on va dire, qui ont un intérêt à communiquer auprès des collectivités. J'ai rencontré de nombreuses fois cette problématique-là. Attention. Et on rappelle, comme le dit très justement Fred Fougera, que l'on va évidemment saluer, puisque c'est un homme qui est à la fois dans le public et aujourd'hui dans le privé depuis quelques années, et puis qui a monté Tenkan, sa boîte. Fred dit très justement que la communication, c'est un vrai métier. Donc le vert, le rouge, on n'en a rien à foutre quand on est dirigeant ou quand on est élu, quand on est maire ou je ne sais quoi aux caisses. Laissez faire le boulot par les vraies personnes qui s'en occupent, à savoir les communicants. Je le dis, qu'on soit public ou privé. Toutes ces phrases, la communication est un vrai métier, c'est valable pour le privé comme pour le public. D'ailleurs, il en sort une autre que j'aime beaucoup, qui est la communication n'est pas la variable d'ajustement de l'inorganisation des autres. C'est valable pour le privé comme pour le public. On a quand même des problématiques qui sont assez partagées, je trouve. C'est pas deux mondes. Après, dans le public, il y a une organisation quand même qui change, il y a des méthodes qui changent. Il faut un peu comprendre quand même comment ça se passe, et pour pouvoir bien accompagner, je pense, les acteurs du secteur public, voilà. Ce qui fait que tu as quand même une série de prestataires plus adaptés à ce monde-là que pour le monde privé, où il y a une autre série de prestataires d'ailleurs beaucoup plus nombreux en communication. Tiens, une dernière question avant qu'on ne se quitte. Toi, Franck, qui est consultant en numérique, qui connaît évidemment, tu l'as dit toi-même très très bien, le monde public au sens le plus large du terme, quel conseil tu donnes à une collectivité qui veut rebooster sa communication ou tout simplement, allez, on va dire les choses, se lancer réellement en communication numérique et digitale? Quel conseil tu lui donnes en tout premier lieu? C'est difficile parce que j'aurais une centaine de conseils à lui donner, mais bon, en tout premier lieu, j'ai envie de dire de poser une stratégie claire. Alors, je vais rebondir une bonne image que j'ai beaucoup aimé l'expression, ça, dans un de tes derniers podcasts, de poulet sans tête. Ça doit te parler? Ça me parle en effet. Mais c'est exactement ça. Ça veut dire que s'il n'y a pas de stratégie, c'est des poulets sans tête. Et stratégie, parfois, et tu l'as dit aussi, je crois, c'est un gros mot. Mais c'est parfois encore pris comme un gros mot, alors que quand je fais de la stratégie avec mes clients, on fait des choses très concrètes et on est vraiment dans une direction opérationnelle qui permet de donner du sens et puis j'ai envie de dire, c'est le démarrage. Et la stratégie, elle est globale. Elle va inclure le numérique, mais aussi les autres outils, tout ce qu'on peut faire avec les moyens de communication dont on a à disposition. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. D'ailleurs, le numérique, c'est pas comme un secteur à part, c'est le numérique au regard de tous les outils. Et donc, dans cette globalité, il y a juste un équilibre déjà budgétaire à trouver entre ce que coûte le print et le numérique. Alors, je parle pas parce qu'on est, pour la plupart, quand même dans les collectivités aujourd'hui, autour de 80% de dépenses pour le print et 20% pour le numérique. Et donc, à un moment donné, si on a une ambition numérique, encore une fois, il faut pouvoir le prouver déjà budgétairement. Et là, encore une fois, je m'adresse pas aux DIRCOM, je m'adresse aussi aux décideurs des lignes budgétaires. Donc, une fois qu'on a dit ça, le numérique, il faut pas oublier non plus le principal. Ça veut dire que le principal, c'est quand même ton socle technique dans lequel tu vas déposer des e-services, des démarches, de la GRU, et ça s'appelle le site internet. Et avant de parler des réseaux sociaux, je pense que les premiers outils à mettre en place, c'est un site internet et aussi, et ça on l'a vu, la montée en puissance ces dernières années, d'un intranet digital workplace, outil collaboratif en interne pour être capable de travailler et de produire tout ce qu'on a besoin de produire en temps réel. Et ça aussi, c'est une petite révolution, mine de rien, presque managériale, le fait de pouvoir échanger entre agences, une collectivité, et puis passer par des parapheurs qui passent par des N+1 ou 2 ou 3. Et donc, il y a tous ces enjeux-là d'organisation et de stratégie avant de se demander est-ce que je vais sur TikTok, comment j'y vais, etc. Ce qu'il faudra se demander, mais on peut pas commencer par ça. Et si on fait juste du TikTok alors que toute la base n'est pas faite, c'est juste qu'on a une superbe cerise pour briller, mais que en réalité le gâteau n'est pas là. Voilà, donc je pense qu'il faut prendre les choses dans le bon ordre et que la première des étapes de la réflexion s'appelle une stratégie. Ça comporte plein de choses. Et puis ensuite, il y a la refonte des outils et ne nous trompons pas dans l'ordre. Et puis à la fin, effectivement,
il y a la question d'aller sur les nouveaux réseaux sociaux, et c'est pas tant d'ailleurs, est-ce qu'il faut y aller, c'est comment y aller et comment bien y aller. Eh bien alors, on va se quitter là-dessus, Franck, sur ces paroles pleines de bon sens, parce qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures et des heures de tout ça. Non, pas du tout, bien au contraire, parce que c'était une introduction et je te le dis sans embâche, tu reviens quand tu veux dans le décodeur, Franck. Parce que je crois que plaisir, c'était un très bon moment en tout cas. Eh ben, plaisir partagé, j'espère que nos auditrices et auditeurs apprécieront, mais je crois que tu as fait passer un message qui était absolument essentiel. Il y a des vrais DIRCOM, il y a des vrais communicants dans la communication publique. Donc, vous les jeunes qui écoutez, ne pensez pas uniquement aux marques de luxe, aux marques de sneakers, etc. C'est fantastique, le monde du privé est absolument fantastique. Et la com, comme le dit Fred Fougerat, est un magnifique métier, c'est un vrai métier, c'est un magnifique métier. Mais il y a aussi le public. Et une fois que vous avez goûté à la communication publique, je vous le dis très honnêtement, c'est assez addictif parce que le spectre est tellement large, tellement plus large que dans le privé, que vous pouvez vous prendre une énorme claque et finalement... vous n'y revenez pas au privé. Vous vous dites, waouh, la com publique, c'est génial. Et Franck, tu l'as montré qu'il faut aussi avoir une stratégie. Le poulet sans tête, non merci, sauf chez le boucher, évidemment. Mais très sincèrement et trêve de plaisanterie, la com publique, c'est absolument magnifique et il faut mettre les choses dans le bon ordre. Et puis, on va passer aussi un petit mot à nos élus locaux, aux dirigeants. La communication n'est plus celle des années 80 où il fallait avoir un bon relationnel et bien écrire. Oui, il faut toujours l'avoir, tant que faire se peut, c'est un métier de contact, et évidemment merci, mais c'est aussi un métier de stratégie, c'est pas un gros mot, c'est pas faire un truc où on se masturbe l'esprit, pardonnez-moi l'expression, mais tu l'as très 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 justement dit, Franck, il faut du bon sens. Il faut mettre les choses dans l'ordre. Et puis quand on va aller sur les réseaux sociaux, la question n'est pas de savoir si on y va, c'est comment on y va. Et c'est pour ça que je te remercie entre autres pour toutes les choses que tu as dites, parce que tu viens de... Je sais pas si c'est doré ou redorer le blason de la com publique. Marc Thébault l'a fait, Fred Fougerat l'a fait, et puis il y en aura bien d'autres. Je pense aussi à Hortense Pelletier, qui avant d'être à l'ADI était en collectivité. Eh bien, je déclare mon amour à tous ces gens-là qui se battent au quotidien sans beaucoup de moyens sur le terrain local, dans nos territoires, comme on dit quand on est parisien et qu'on veut pas parler de province. Bref, ça a été absolument formidable. Je te dis bravo Franck, et surtout je te dis un très très grand merci. Je te remercie beaucoup et je salue tous ces collègues que tu viens de citer et les autres. Merci à toi. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, vous ne mettez pas 5 étoiles, mais 6 étoiles sur Apple Podcast si c'est possible, et vous en faites de même sur Spotify. C'était absolument génial. Franck, je te dis à très bientôt parce que on va te revoir évidemment dans le décodeur. Tu peux en être certain. Merci. Ciao, ciao.